On va entendre maintenant donc Dominique Nelson, qui est coprésident de l'association Clara, et qui va nous entretenir des difficultés administratives et légales. C'est parfois un euphémisme de le dire, n'est-ce pas? Des enfants nés par GPA, des parents intentionnels français. Dominique a apporté quelques livres d'associations qui sont à la vente sur le présentoir, donc juste à l'entrée. Vous pouvez évidemment acheter à la fin de la conférence. Comme vous pouvez, je fais un peu notre pub, vous pouvez aussi aller sur le site alfh.net, soutenir. On est preneur, les bonnes volontés. Voilà, Dominique, à toi. Merci Alexandre, je suis heureux d'être parmi vous pour discuter de GPA éthique, c'est important d'en parler. Tout à l'heure, Alexandre vous a rappelé que la GPA était interdite en France. Il a précisé les articles indiqués sur le fait de faire une GPA en France. Il se trouve qu'il y en a un troisième qui non plus sur le fait de faire une GPA en France, mais sur l'état civil. C'est l'article 227.12 qui concerne la simulation ou la dissimulation ayant entraîné atteinte à l'état civil. Donc concrètement, c'est quand quelqu'un se fait passer pour une autre personne pour qu'un état civil en France soit établi d'une manière contraire aux lois françaises. Mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, puisque nous allons parler justement des questions de papier d'enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger. Donc le droit interne français ne s'appliquera pas. Enfin, c'est ce qu'on pensait. C'est très compliqué, toutes ces affaires-là, puisqu'il y a une jurisprudence qui essaye plus ou moins de s'installer, et on est en train de vous parler d'un droit qui n'est pas écrit, ce qui paraît tout à fait paradoxal, qu'il y ait un droit qui n'est pas écrit. Et bon, je ne rentrerai pas dans ce détail de débat sur la pertinence du droit français, je voudrais juste vous parler des conséquences pour environ 1000 ou 2000 enfants qui vivent en France. Tout d'abord, quelle est la base, quel est le point de départ de leur statut? Il y a deux cas. Il y a le cas où un jugement en parenté va être établi par une autorité nationale, donc américaine, canadienne par exemple, qui va mettre les parents ou la personne seule, si elle est célibataire dans certains pays, sur l'acte d'état civil. Ça, donc, c'est la première fois, un seul acte de justice qui va faire la totalité de la parenté. Mais vous avez l'autre possibilité qui existe, qui est plus ancienne, qui est le père apparaît naturellement dès le départ sur l'acte de naissance, comme dans une naissance habituelle, et ensuite la gestatrice va renoncer à ses droits parentaux, et ensuite un jugement d'adoption, cette fois-ci, au profit du conjoint du père, va être prononcé. Donc c'est deux schémas très différents. Après, il peut y avoir quelques petites exceptions, vraiment bricolées. Je citerai celle qui est faite par quelques personnes en Inde pour contourner les problématiques, qui consistent à mettre une fausse personne en tant que femme non mariée sur le certificat de naissance. Je ne souhaite pas vraiment rentrer dedans puisqu'on est en train de parler de GPA éthique. Et si on parle de GPA éthique, ça veut dire qu'on ne va pas mentir. On ne va pas faire prendre des risques inconsidérés aux enfants à venir. Donc on n'ira pas dans des pays comme l'Inde ou l'Ukraine qui non seulement n'ont pas de comportement éthique sur le plan médical, mais surtout du fait de l'absence du droit du sol, ne donne pas la nationalité locale à l'enfant. Donc l'enfant n'ayant pas la nationalité locale, les autorités ne peuvent pas leur donner un passeport. Et ces enfants, comme la France refuse de donner les papiers de son côté, ces enfants seront apatrides et bloqués sur le pays. Donc, nous parlons de GPA éthique, on va parler uniquement de GPA dans des pays où le droit du sol est reconnu à 100%, comme les États-Unis et le Canada. Donc une fois ces certificats de naissance établis par les autorités locales, ces autorités locales ont aussi la totale possibilité de décerner des passeports. Ces passeports permettent aux enfants de pouvoir voyager et notamment rentrer dans le pays de leurs parents. Donc le problème n'est pas le voyage jusqu'à maintenant. Donc on va essayer de classer un petit peu les types de difficultés.
Alors la difficulté va provenir déjà d'une méconnaissance de la loi française, c'est-à-dire que vous avez un état civil étranger et vous avez des autorités françaises. Normalement, pour des enfants nés de parents français à l'étranger, le chemin normal, c'est d'aller faire toc-toc au consulat ou à l'ambassade et de demander la transcription de l'état civil français dans les registres centraux français. Sauf que cette démarche n'est ni obligatoire, ni indispensable. Et de toute façon, si vous allez en tant que Français non résident du pays local devant le consulat depuis l'année 2000 a des instructions pour ne pas vous donner la transcription et pour vous poursuivre. On a un constat que les autorités françaises refusent de reconnaître les droits de ces enfants. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des conventions internationales comme l'apostille sur les certificats de naissance, la convention de il y a des tas de choses qui iraient dans l'autre sens. Mais cet aspect fait l'objet de débat. La Cour de cassation n'est pas sur le même avis que le Conseil d'État. Le Conseil d'État peut changer d'avis. Et ce n'est pas le but de la discussion, on y passerait trop de temps. On a juste à prendre en compte que les autorités françaises refusent de transcrire. Est-ce que c'est un problème totalement insurmontable? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? L'autre aspect d'un état civil étranger, donc si on ne peut pas le faire transcrire dans les registres français de l'état civil, l'autre aspect, c'est que cet état civil étranger, comme tout acte étranger, a une force probante selon l'article 47 du Code civil, mais ce Code civil, son article 47, a changé 3 fois de ces dernières années, notamment pour contester des mariages faits à l'étranger, mais aussi évidemment pour contester des GPA ou des regroupements familiaux. Donc aujourd'hui, on dit que les actes étrangers ont force probante, sauf si on peut les contester quand ils ne sont pas conformes à la réalité. Le problème, c'est qu'est-ce que la réalité d'une filiation? Est-ce que c'est une réalité biologique? Est-ce que c'est une réalité légale? Est-ce qu'une décision de justice étrangère est contestable? Personne n'a la réponse à la question. En fait, elle dépend de chaque administration. Et c'est là où on va rentrer dans l'arbitraire. Quelle est la conséquence de cet arbitraire de l'interprétation de l'article 47? Alors, on va commencer par faire la liste des actes de la vie courante qui nécessitent en fait d'avoir une filiation. On peut penser, dans les premiers actes les plus importants, c'est la santé. Vous avez un enfant, la première chose avant de le mettre à l'école, c'est bien la santé. Or, pour les questions de santé, ou même d'école, l'égalité de situation entre les enfants étrangers et les enfants français fait que de toute façon, vous n'avez pas besoin de prouver que les enfants sont français, qu'il y ait l'acte étranger est acceptable directement. Il ne sera jamais contesté pour une question de santé ou d'éducation. Bien sûr, les administrations vous s'étonnent toujours que les Français ne donnent pas d'état civil français, mais in fine, avec beaucoup de persévérance, le droit fait que l'on doit arriver à ses fins et préserver l'intérêt des enfants. Ce n'est pas donc le premier aspect le plus problématique. Mais dès qu'on est dans la santé, on va arriver à la santé de la mère. Aujourd'hui, en droit français, une femme qui met au monde un enfant, ou qui l'adopte, elle bénéficie d'un congé de maternité non seulement pour restaurer entre guillemets sa santé, mais aussi surtout pour s'occuper de l'enfant. Or, aujourd'hui, on assiste à un durcissement. Aujourd'hui, la sécurité sociale refuse maintenant de donner ce congé de maternité aux femmes qui ont un enfant par l'aide de la GPA. Donc là, on va commencer sur un problème certain. C'est la première discrimination qu'on va rencontrer. Après, c'est terriblement insidieux, c'est-à-dire qu'après, quand on essaye d'établir des cartes d'identité, aujourd'hui, contrairement à l'idée reçue, établir une carte d'identité ne nécessite pas d'avoir une transcription obligatoirement. Donc vous pouvez essayer de la demander par le biais de la force probante des actes étrangers par l'article 47 du Code civil. Et là, on va tomber sur l'arbitraire que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire qu'un
on va vous le refuser, vous allez insister, on va continuer de vous refuser à certains endroits, mais pas à d'autres. Ça dépend donc du fonctionnaire que vous avez en face. Et à chaque fois que vous allez devoir faire une demande d'acte administratif qui a un lien avec la nationalité, vous devrez toujours refaire la démonstration que vos enfants sont français. Ce qui donne un paquet d'arbitraire. Alors il y a une solution, c'est d'établir un certificat de nationalité française. Aujourd'hui, on assiste aussi à un durcissement pour l'obtenir. Il faut aller devant le tribunal de grande instance, et chaque tribunal de grande instance, il va à sa petite sauce avec cette réalité des actes. Et donc là aussi, il y a l'arbitraire, sauf qu'il y a moins de tribunal de grande instance que de mairie. Et il est plus difficile, il est plus facile, inversement, d'aller dans la mairie de ses parents ou de se localiser provisoirement ailleurs pour aller voir un autre fonctionnaire que de changer de jury. Donc là, on rentre encore plus dans l'arbitraire. Au détriment des enfants, bien sûr. Et rappelons-nous, ces problèmes de l'attitude des autorités françaises vis-à-vis des actes civils étrangers, elle n'a commencé qu'en 2000, paradoxalement. C'est-à-dire qu'entre l'interdiction de 1991 et en 2000, il n'y avait pas de problème. Donc c'est seulement depuis 2000. Ça veut dire qu'en fait, les enfants qui sont concernés par ça, au maximum, ils ont 11 ans. Donc ça veut dire qu'on ignore tout sur tout ce qui, les actes suivants qui vont nécessiter la nationalité française démontrée de façon claire. Par exemple, le droit de voter. Par exemple, le droit de séjour pour un enfant qui n'est plus un enfant, donc un adulte étranger. Pire que ça, heureusement personne de nous a eu encore à être confronté à ça. Mais en cas de décès, comment se font les héritages, les questions d'héritage? Puisque les autorités françaises seront partie prenante, évidemment, faire hériter quelqu'un qui n'est pas votre enfant ramène beaucoup plus d'argent à l'État que si vous faites hériter votre enfant en ligne directe. Donc on s'attend aussi à de gros conflits. Ou ce qu'on n'a pas trop rencontré là, et c'est un peu à mi-chemin, c'est en cas de divorce. En cas de divorce, comment se passerait la garde, le partage de la garde des enfants? Il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ça. Allez, une petite chose sympathique quand même. Par exemple, pour ce qui est de vos impôts, pas de souci. Les enfants à charge, on ne demande pas la nationalité. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Le problème de vous parler de tout ça, c'est que ce droit, ces principes qui sont évoqués par l'administration française pour refuser des actes étrangers ne sont pas écrits dans le droit. Une situation que vous connaissez dans telle ville peut changer l'année d'après. Ce qui définit en droit français la nationalité française change tout le temps. Juste un exemple. En mars 2010, M. Hortefeux a fait une circulaire pour modifier de façon profonde la délivrance des cartes d'identité et des passeports. Grâce à cette circulaire, tous les parents qui avaient déjà des actes comme des cartes nationales d'identité française, des passeports français, ont pu les renouveler sans aucun problème, puisque cette circulaire dit qu'il suffit de montrer une pièce déjà reconnue. Demain, une autre circulaire peut l'annuler, et une circulaire n'a pas besoin d'un vote démocratique. Donc aujourd'hui, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas donner de réponse définitive sur l'avenir de ces enfants. Les actes quotidiens dans la vie de tous les jours ne posent pas de problème insurmontaux. Par contre, ils font l'objet d'une grande discrimination, et cette discrimination, on aurait tort de la négliger, on aurait tort d'imaginer qu'elle ne va pas s'aggraver, on aurait tort de penser qu'elle n'a pas de conséquences psychologiques sur les parents et sur les enfants.